Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Raphaël Darmancourt, je suis responsable du pôle politique territoriale et urbaine à l'USH. Et j'ai le privilège, l'honneur d'animer cette table ronde intitulée « Développer une offre abordable à l'heure de l'objectif zéro artificialisation nette ». Donc, autour de moi, j'ai plusieurs invités. Avant de poser le sujet et avant de donner la parole à nos invités, je vous propose de lancer un sondage pour voir si le ZAN, cela vous parle. Donc, voilà. Et comment? Alors, le ZAN, il y a un petit sujet autour de ça. Donc, du coup, vous avez sans doute le sondage qui est lancé. Vous avez un petit peu de temps pour y répondre. Je vais me permettre de présenter un petit peu le sujet, puis nos invités. Et avant de donner la parole, on fera un petit tour des résultats de ce sondage pour voir un petit peu quelle est la tendance. Développer une offre abordable à l'heure de l'objectif zéro artificialisation nette. Donc, je vais vous donner quelques indices sur le zéro artificialisation nette. Il faut avoir en tête qu'en France, on est à peu près à 6,5% du territoire qui est artificialisé. Ça peut sembler pas énorme, mais en fait, comparé à nos voisins européens, c'est beaucoup plus que nos voisins européens. Ce sont à peu près entre 20 000 et 30 000 hectares qui, chaque année, d'espaces naturels et agricoles qui sont transformés en espaces urbanisés. C'est une croissance, un rythme de croissance qui est considéré comme important, et le logement pèse pour 50% de ce rythme de croissance, d'où la question qu'on se pose aujourd'hui. Et tous les territoires sont concernés, y compris ceux qui sont en décroissance démographique, ce qui interpelle et interroge. Donc le phénomène d'étalement urbain, il n'est pas nouveau. Certains autour de la table ont eu l'occasion d'écrire à ce sujet et vous les entendrez dans quelques instants. On sait qu'il crée une dépendance à la voiture individuelle, il augmente les déplacements, éloigne des emplois, des services publics. On peut coupler ça à l'offre commerciale typique de périurbaine, toutes ces questions-là. On grignote les espaces naturels et agricoles. C'est une atteinte à la biodiversité, au potentiel de production agricole et stockage de carbone. Et on parle aussi depuis longtemps des risques naturels liés au ruissellement, du fait de l'imperméabilisation des sols. Donc ça, c'est le contexte. Et on est dans une société qui est de plus en plus consciente des enjeux liés au changement climatique, face à un constat qui est aujourd'hui en tout cas, le contexte d'effondrement de la biodiversité. Certains chercheurs parlent de la 6e extinction massive, la dernière datant des dinosaures, je vous le rappelle, donc ça remonte quand même un petit peu. Donc l'objectif de zéro artificialisation nette, il s'est invité dans les politiques publiques récemment. Il est apparu dans le cadre d'une mesure du plan biodiversité de 2018. Il a fait l'objet de groupes de travail qui avaient été lancés par 3 ministères, qui étaient le ministère de l'Agriculture, le ministère du Logement et le ministère de la Transition écologique en 2019 et 2020, auprès de tous les professionnels, histoire de stabiliser un petit peu les définitions, puisqu'on a constaté qu'en fonction de où on se positionne, la définition n'est pas la même. Donc, il s'agissait bien de clarifier un petit peu ces sujets-là. Et c'est une thématique qui a été reprise par la Convention citoyenne pour le climat, ce qui nous amène aujourd'hui à étudier, en tout cas Marie-Noëlle aura l'occasion de le faire d'ici très peu de temps, un projet de loi dont le nom c'est un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dit le projet de loi climat. Et dans ce projet de loi climat, il y a un titre 4, Se loger, qui traite d'un certain nombre de sujets, mais nous nous focaliserons aujourd'hui sur un seul d'entre eux. Dans son chapitre 3, il est consacré à la lutte contre l'artificialisation des sols en adaptant les documents d'urbanisme. Et il fixe un objectif à 2050 qui est d'atteindre le zéro artificialisation nette sur l'ensemble du territoire national, avec un principe d'échéance de période de 10 ans. Et sur la période de 10 ans qui est devant nous, qui a compté de la promulgation de la loi, il est fixé comme objectif de ne pas artificialiser
à un rythme de plus de la moitié de ce qu'on a constaté sur les 10 années passées. Donc, très clairement, on y est. Le ZAN fait aujourd'hui partie du cadre dans lequel les coopératives et l'ensemble des organismes HLM sont amenés à travailler. Les élus sont amenés à prendre des décisions, à faire des arbitrages sur leur territoire. Donc le débat aujourd'hui, il ne s'agira pas de remettre en cause cet objectif. On ne va pas débattre de ça. On va débattre et échanger plutôt sur les enjeux pour produire une offre abordable à l'heure de cet objectif ZAN. Pour les opérateurs coopératifs HLM, ça signifie, vous le faites déjà, mais de véritablement s'inscrire dans faire la ville sur la ville. Ça fait déjà des années qu'on en parle, mais là... 30 ans. 30 ans, tout à fait. Mais là, il va falloir se jeter à corps perdu dans ce principe-là. Sans doute acquérir de nouvelles compétences sur le recyclage foncier, sur la surélévation, conforter une culture de l'aménagement. On l'a vu tout à l'heure dans les différents trophées. On voit que c'est une compétence qui est déjà ancrée chez certains d'entre vous, mais on sent bien qu'il va falloir la conforter plus encore. Aller au-delà de l'aménagement sous l'angle lotissement. Et puis, gérer l'équation économique. Gérer l'équation économique, ça veut dire sans doute porter des projets de taille un peu plus importante, en passant à l'échelle de l'îlot, dans une logique d'ensemblier, aux côtés de la collectivité, de manière à mutualiser les coûts, faire des péréquations entre une mixité de produits, pourquoi pas en développant aussi de la copromotion avec des opérateurs privés. En tout cas, on voit que s'ouvre devant nous une perspective assez prometteuse, même si c'est un petit peu sous la contrainte. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques instants pour regarder les résultats du sondage. Je ne sais pas si ça s'affiche sur vos écrans. Est-ce que l'objectif ZAN, dont vous êtes 9%, c'est construire moins? Je trouve que c'est une perspective assez enthousiaste de se dire que seulement 9% d'entre vous prennent cette posture-là, mais que vous êtes une très grande majorité à considérer que l'objectif ZAN, ça veut dire qu'il va falloir construire autrement. Près des 3/4 d'entre vous se positionnent sur ce principe-là. C'est l'occasion de renforcer le dialogue avec les élus locaux. Vous êtes 14% à le dire. Alors, on vous a imposé de choisir, de faire un choix parmi ceux-là, mais je pense que vous l'avez tous en tête. Et le sujet des nouvelles compétences, on voit que collectivement, fédération, USH, on va avoir à vous accompagner sur ces questions, même si pour l'instant, on est encore sous le choc des annonces. Et puis, il y en a quelques-uns qui ne voient pas le rapport parce que le ZAN, c'est dur et glisse, et c'est un peu plus doux à faire passer. Voilà. Donc, je vous propose... Oui, Marie-Noël dit c'est générationnel et c'est très possible. On parle de Haribo maintenant. Voilà. Donc, du coup, autour de moi, j'ai Marie-Noël Lindemann, présidente de la Fédération des COP et sénatrice, Éric Hamelin, sociologue, j'y reviendrai tout de suite, François Pellegrin, architecte, et Stéphane Rafali, maire de Ris-Orangis. Je vais commencer par vous donner la parole, Éric Hamelin, pour nous donner un point de vue qui peut-être nous permet aussi de prendre un tout petit peu de hauteur en tant que sociologue et auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La tentation du bitume, où s'arrêtera l'étalement urbain ?» qui date de 2012, donc que vous pourriez tout à fait sortir aujourd'hui, je pense. Est-ce que vous pouvez nous aborder cette question sous l'angle de l'acceptabilité de cet objectif au regard de l'aspiration des Français? On dit toujours que les Français courent après le pavillon autour duquel un chien puisse faire le tour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai que les Français rêvent que d'un pavillon dont ils puissent faire le tour de leur jardin? Je ne crois pas. En tout cas, c'est une généralisation abusive. On pourrait appeler ça une généralisation abusive. Il y a un certain nombre de constantes dans ce que la population habitante attend. Moi, j'ai
j'intitule ça parfois un peu pompeusement des constantes anthropologiques quand on mène des enquêtes auprès d'habitants, de populations de tout un tas de territoires, ou des concertations d'ailleurs aussi assez larges, que je mène assez régulièrement en essayant de donner la parole à un maximum de gens, plutôt par centaines. Il y a deux choses, je dirais, que je retrouve pratiquement chez tous les profils, un peu tous les âges, un peu tous les profils sociaux, et même sans doute à l'international. Ces deux attentes-là qui sont incontournables pour moi, c'est la question du bruit. Et on n'en a pas parlé pour l'instant jusqu'ici, donc retenez-le. Et c'est une vraie question dans le domaine du logement social, parce que pour avoir mené aussi un certain nombre d'enquêtes dans les logements sociaux, je sais que c'est il y a un acquis, un passif sur le bâti existant. Alors, ce n'est pas spécialement le patrimoine des COP HLM, mais de tous les bailleurs sociaux, où on a un patrimoine des grands ensembles des années 70 qui sont assez médiocres en termes d'isolation phonique des logements, et on a beaucoup de problèmes par rapport à ça, qui peuvent être des problèmes relationnels, mais des problèmes d'humeur, d'intimité, de santé et de santé mentale. Même dans certains cas, ça pousse dans des situations à des difficultés assez importantes. Et ça implique donc tout un tas de réflexions dans ce qu'on doit offrir comme nouveaux produits ou comme possibilité, comme évolution dans les rénovations, si on veut rendre ces produits attractifs, ces produits immobiliers attractifs. Et l'autre constante qui est, vous allez voir, nettement plus floue que ce que vous évoquez, de faire le tour de son jardin, c'est la question de l'accès à la verdure. Je ne dirais pas à la nature, mais la verdure. Et ça, c'est étonnant. Parfois, on voit même, effectivement, à l'étranger, il y a quelque chose sans doute de naturel. Je ne suis pas capable de le démontrer. Il faudrait mener des études aussi avec peut-être des psychologues, des neurologues, pour voir ce qui se passe quand les humains sont confrontés à de la verdure. Mais il y a presque quelque chose qui est de l'ordre du réflexe. Ça, c'est demandé, c'est attendu d'une manière ou d'une autre par toutes les populations, nous, qu'on consulte. Mais, évidemment, les manières, ça peut prendre une multitude de formes, de dimensions qui vont aller de la végétalisation d'une façade ou de votre balcon à le fait d'avoir vu sur au moins quelques arbres, le fait d'avoir accès à des jardins alors privatifs pour certains dans l'idéal, mais on ne peut pas l'offrir à tout le monde, des jardins publics, des jardins partagés, on en a parlé là dans des exemples. Dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure dans les prix, il y a déjà une déclinaison multiple de possibilités. J'ai noté, vous avez deux projets qui s'appellent les jardins suspendus, donc on peut même imaginer cette verdure qui vient s'ajouter collectivement sur les immeubles dans des situations relativement denses. Cette dimension-là, elle est quasiment attendue par tout le monde, mais on peut y trouver tout un tas de réponses, y compris dans la réflexion pour les prochaines décennies, soyons quand même raisonnables sur l'histoire du zéro artificialisation nette, y compris pour aller dans la dimension réduction de l'artificialisation, parce que moi, vous avez dit que la définition est en cours d'ajustement. Je pense qu'elle va flotter encore pendant quelques années, cette définition, qu'on va garder l'objectif, mais qu'on va jouer sur la définition et voir si on prend en compte, par exemple, si on parle d'un chiffre net, c'est qu'on a un bilan, on a du plus et on a du moins. Donc, où va être le moins? Est-ce qu'on détruit des zones commerciales, par exemple, parce que ça nous dérangera moins, enfin, en tout cas pour vous, ça vous dérangera moins que de peser sur l'habitat, les possibilités de construction d'habitat? Ou est-ce qu'on valide, comme dans le bilan, comme désartificialisation, finalement, la déminéralisation, la désimperméabilisation, comme diraient mes amis paysagistes ou architectes paysagistes, de sols aujourd'hui bitumés. Or ça, c'est une ressource considérable, y compris parfois dans des résidences existantes, mais à l'échelle nationale. J'avais fait un petit calcul en 2012, mais qui n'a pas fondamentalement changé sur la superficie occupée, non pas par le bitume, mais par le bitume dédié au stationnement. On avait à peu près un chiffre très arrondi, mais 5000 km² de parking et stationnement bitumé, en gros, en 2012. Entre-temps, il y a un début de mode justement de parking végétalisé. C'est déjà une ressource importante, et peut-être aussi dans la construction de logements, quand vous n'avez pas les moyens, parce qu'il y a un grand enjeu pour les projets ici, je l'ai compris, de prix de sortie notamment, pas les moyens d'intégrer le parking en sous-sol ou sous l'immeuble, ou peut-être de l'imaginer systématiquement de façon non artificialisée, ou en tout cas non étanchéifiée. Merci pour cet éclairage. Je vous propose de faire passer la parole, et de toute façon, n'hésitez pas à réagir et à intervenir si besoin. Stéphane Rafali, je vais vous donner la parole tout de suite. Vous êtes maire de Ris-Orangis, conseiller départemental de l'Essonne et vice-président de l'agglomération Grand Paris Sud.
et on vous qualifie de maire bâtisseur. J'ai pu voir notamment le doc de Ries qui est sorti avec l'implication d'opérateurs COP HLM. Comment, en tant qu'élu local, vous imaginez, une fois cette loi promulguée, veiller au développement harmonieux de cette ville et en même temps faire face aux défis que pose Lausanne? On est face à des injonctions contradictoires que vous avez parfaitement décrites dans votre introduction, et donc il faut gérer les contradictions. Vous avez une exigence en matière d'écologie, respect de la biodiversité, bilan carbone de nos développements, exigence maintenant de qualité alimentaire avec l'organisation de circuits courts. Tout ça est une demande sociale très, très prégnante. Les principaux dossiers qui touchent à l'environnement ont un écho extraordinaire dans nos populations, même dans les quartiers populaires qu'on dit très éloignés de ces questions. On renvoie ça plutôt aux hypercentres, ce qui est une erreur. Ces dossiers ont une très forte résonance. Et en même temps, on a à gérer une autre exigence sociale qui est la demande de logement accessible. Alors moi, je suis élu, vous le rappeliez, du sud de la région parisienne, à 25 km de Paris. Et je ne crois pas, je fais partie de ceux qui ne croient pas qu'on aura des soldes migratoires négatifs à l'échelle métropolitaine. J'entends parler un certain nombre de spécialistes du Grand Paris des cathédrales, qui élargissent les frontières du Grand Paris jusqu'à Reims, Chartres, etc. On entend beaucoup depuis Grimbach la proposition dans l'atelier du Grand Paris du rapprochement de Paris avec Rouen, Le Havre, l'ouverture sur l'océan, donc des géographies beaucoup plus confortables, etc. Moi, je pense que, au contraire, je pense que, et après la crise du Covid, je pense qu'il y aura encore besoin de conforter les populations dans les métropoles elles-mêmes, qui se rapprochent inéluctablement et de manière quasi mécanique aujourd'hui des centralités, de là où il y a l'ensemble des aménités et notamment la question de l'emploi. Je regardais les chiffres avant de venir, ils sont quasi constants en Île-de-France. Vous avez 60 à 70 000 habitants de plus dans la métropole parisienne chaque année. Donc pour les Essonniens, c'est un Évry-Courcouronnes de plus par an. Et vous avez 1 million, 1,2 million, ça c'est les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, je me souviens du rapport de M. Robert là, qui a été présenté il y a quelques semaines, quelques mois. Vous avez 1 million, 1,5 million de gens mal logés. Donc un solde positif, 60 à 70 000 personnes de plus sur le territoire, plus du mal logement. Vous voyez la tension que ça crée dans les services logements des villes où il y a encore du logement disponible, et notamment du logement social, ce qui est le cas de Ris-Orangis et de Grand Paris Sud. Donc voilà la contradiction. Et donc l'exercice, et d'ailleurs on est en pleine actualité sur Grand Paris Sud, qui est une agglomération très intéressante parce qu'elle est aux franges de la métropole, mais elle est aussi assise sur deux villes nouvelles, la ville nouvelle d'Évry, l'ex-ville nouvelle d'Évry et l'ex-ville nouvelle de Sénart, où on a construit beaucoup, très vite, en 4 décennies, sur un territoire qui fait 22 000 hectares. On a construit, on a artificialisé 6 000 hectares en 40 ans. C'est-à-dire la frénésie de développement. Donc ça a eu des choses très positives parce qu'on a créé des zones d'emploi et qui participent de la dynamique métropolitaine, mais on est très loin des logiques qui vont être aujourd'hui à l'œuvre. C'est presque des logiques anachroniques que nos aînés ont mis en place. Et donc comment on opère cette bifurcation vers un nouveau modèle de développement urbain, c'est toute la question qu'on est en train de se poser dans le cadre de nos documents stratégiques, les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, les plans locaux de l'habitat intercommunal, etc. Bon, donc on va afficher les intentions. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comment on atterrit dans le concret, dans le réel, dans la réalité des choses, et comment on va trouver les modes du compromis
pour respecter l'objectif et la boussole principale, c'est-à-dire la non-artificialisation des terres agricoles qui peuvent servir évidemment à l'alimentation des populations. Sur Grand Paris Sud, je reprends cet exemple-là, on a 5000 hectares de terres agricoles sur les 22 000, 5000 hectares de forêt, et sur ces terres encore disponibles, 800 hectares sont propriété publique. C'est l'héritage des villes nouvelles. Oui. Donc comment on mobilise ce foncier au profit d'une stratégie de développement urbain répondant à la double exigence que j'indiquais, besoin de logement et de dynamique économique, et besoin de respecter notre biodiversité et de nourrir correctement nos populations. Est-ce que je peux vous donner juste un petit éclairage sur la question du besoin de logement? Parce que là, ça me titille, j'ai envie de donner quand même quelques éléments démographiques précis. Simplement pour rappeler que pour l'Île-de-France et au niveau national. Au niveau national, là, les dernières années, la tendance, c'est que la population croît de 0,4% par an, donc ça fait à peu près 300 000 habitants supplémentaires en France. En Île-de-France, vous avez donné le chiffre. Je voulais juste préciser en plus pour dédouaner ceux qui pensent que oui, mais il faut arrêter de rendre la région Île-de-France trop attractive. Je veux rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, ou je vous le dis, quand vous donnez un solde positif de 70 000 habitants supplémentaires en Île-de-France, c'est uniquement dû à la dynamique des naissances, à la dynamique du solde des naissances et des décès. Madame Lindemann doit très bien le savoir, on a un déficit migratoire, c'est-à-dire qu'entre les gens qui arrivent en Île-de-France pour travailler et ceux qui s'en vont, on perd plutôt dans les 100-120 000 habitants. En revanche, comme on a une population, on a un système de tourniquets de gens qui viennent plutôt à l'âge actif pour des professions attractives en Île-de-France et qui repartent à la retraite. On a une population qui est globalement plutôt à l'âge où on fait des enfants. Et alors, vous avez une croissance de la population sur l'aspect solde, naissance, décès qui est forte et qui compense tous les départs. En gros, cette moulinette-là, on ne peut pas l'arrêter, sauf à... Enfin, c'est extrêmement compliqué, sauf à développer effectivement des nouvelles polarités très attractives, ce qu'on a un peu fait avec la politique des métropoles d'équilibre dans le reste de la France. Et au niveau national, donc 0,4% de croissance annuelle, oui, donc 300 000 habitants. Donc il y a évidemment un besoin de logement par rapport à ça, on ne voit pas trop comment faire sans construire du logement neuf, d'autant qu'il faut quand même rappeler aussi ce que j'explique souvent à des étudiants, que j'explique depuis des années, c'est qu'on a le desserrement. On a une tendance au desserrement qui se perpétue, ou en tout cas qui existe qu'on constate depuis des décennies et dont on n'est pas sûr qu'il va s'arrêter. On a besoin de plus en plus de logements par personne. On était d'une moyenne de 3 personnes par logement dans les années 70. On est passé à 2,2 il y a quelques années et visiblement ça continue à descendre. Que ce soit à cause du vieillissement de la population, du veuvage, du fait qu'on reste célibataire plus longtemps, des divorces, etc. Tout un tas de situations et qui multiplient, vous le savez, en tant que... Enfin ici, les bailleurs, les constructeurs le savent en tant que constructeurs. Ça veut dire à chaque fois des besoins, une cuisine, une salle de bain, enfin des espaces de dessert. Donc c'est pas... On peut s'imaginer qu'on va avoir des logements plus petits si les ménages sont plus petits, mais ce n'est pas si vrai que ça. Donc, besoin de mètres carrés supplémentaires dans tous les cas. Sachant que... Oui. Pour conforter ce que vous dites, figurez-vous que dans la stratégie de lutte contre l'effet de serre produite par la France, là vous savez, on a fait un grand travail, on a arrêté un plan climat, il est écrit qu'il n'y aura plus besoin de construire plus de logements en France. Qu'il y en a assez de logements. C'est écrit noir sur blanc. Alors je me suis dit, mais quelle est cette folie furieuse? Et en fait, j'ai d'abord cru que c'était... une facilité, la démographie ne va pas augmenter beaucoup et qu'ils n'aient pas fait... Le pire, c'est que Bercy continue à nous raconter ça. C'est qu'il n'est pas vrai qu'on a besoin de construire massivement des logements en France. Je te confirme juste que pour l'année 2020, par contre, il y a un arrêt de la croissance démographique et c'est très ponctuel. Et puis, c'est ce que j'allais dire, ils arrivent à leur fin, parce qu'on ne construit plus beaucoup. Mais on comprend mieux comment, avec une telle analyse sur le fait qu'il n'y a pas besoin de logements, premièrement, il n'y a pas d'effort massif fait pour les politiques de logement actuelles. Ils ignorent complètement la question de répondre au mal logement, au droit au logement pour tous, par ailleurs. Deuxièmement, on comprend mieux aussi qu'on pense qu'on va pouvoir arriver à zéro artificialisation nette sans trop, sans trop de difficultés, sans trop d'efforts collectifs de la nation pour mettre de l'argent, réguler les prix, réinventer des façons de faire. Il y a une espèce d'aveuglement. Il suffirait d'écrire dans des documents d'urbanisme qu'on va plus faire
Mais après, la conséquence de est-ce qu'on va construire ou pas, on dira « Ah, on s'est trompé, etc. » Depuis que je suis élue, bien plus longtemps que toi, puisque j'ai été élue pour la première fois, 77. Vous voyez, c'est avant la décentralisation. Et la loi sur l'architecture. Et il y avait déjà qu'on allait combattre l'étalement urbain. Qu'on devait faire un SDO Île-de-France, ça ne s'appelait pas le SDO à l'époque, je ne sais plus comment, qu'on allait arrêter le truc. D'abord l'urbanisation en doigt avec les transports en commun. Vous me direz, ils n'ont plus fait de transports en commun, donc il y a eu moins d'arrêts. C'était réglé. Et deuxièmement, qu'on allait à lutter contre... Parce qu'il suffisait que les documents d'urbanisme limitent l'étalement urbain, qu'on concentre dans les villes nouvelles. Ça ne s'est pas fait. Moi, ce que je veux dire par rapport à... C'est très important ce que vous dites sur les besoins de logement, parce que si on ne pose pas l'impératif de bien mesurer quels sont les besoins de logement et par territoire, sans se raconter des bobards, surtout à l'échelle de 10 ans, il faut, je m'excuse, c'est un gros mot, mais qu'on planifie. C'est quoi les besoins par territoire? Quel type de logement, etc. Et pendant ce temps-là, comment on évite que ce soit l'étalement, et pas simplement des documents d'urbanisme. Et de ce point de vue sur les besoins, moi je pense qu'il y a quand même un problème d'aménagement du territoire, parce que tout n'est pas automatique non plus, il y a des volontés. Le secteur de Toulouse, il ne s'est pas développé que par le génie des Toulousains, même s'ils sont peut-être là, ou en tout cas, il s'est fait par une volonté d'aménagement du territoire. Donc moi, j'ai participé pendant un moment à l'idée que le télétravail, qu'on voit se développer, et qu'il est vrai, fait des évolutions dans les villes moyennes, mais vous savez que le télétravail n'est utilisé que pour 1/3 des emplois. Les 2/3 des emplois ne sont pas télétravaillables. Donc on croit toujours que la France, c'est celle des cadres moyens et des gens bien intégrés. Mais 80%, enfin 75 au moins, des Français ne vont pas télétravailler. Ça pose la question de quel type d'emploi on va créer, mais de fait, ne croyons pas aux fausses solutions. Il suffit de faire du télétravail pour avoir moins de problèmes de densification d'un certain nombre de métropoles, même si je ne suis pas du tout une fanat de l'hypermétropolisation de la France. Donc ce discours de vérité, du réel, je ne sais pas comment on peut faire que le pays ose l'affronter vraiment, quoi. Qu'on dise combien on a besoin de logements dans tel type de territoire, et comment on va y répondre. Ou alors on dit aux Français, bon, on ne vous répondra pas des merdières de ziziches, et il y aura toujours un problème de mal logement. Mais c'est vraiment un gros problème de vérité sur les besoins, sur ce qui n'est pas... Et la haute administration fait comme... Alors je vous jure, je suis tombée raide. D'ailleurs, quand je l'ai lu à Mme Wargon au Sénat, elle-même n'avait pas repéré cette phrase. Il faut dire que moi, j'avais été malade, donc je m'étais colleté tout le plan climat, machin, je peux vous dire que c'est hard. Mais bon, voilà, donc insistons, première étape, exigeons le devoir de réalité, de définir les besoins, et ne pas se raconter des bobards entre ce qu'on imagine et ce qui est. Merci Marie-Noëlle pour cette remarque. Alors du coup, je vais vous passer la parole, François Pellegrin. Vous êtes donc architecte, président d'honneur de l'UNSFA. Vous aussi, depuis longtemps, vous vous posez ces questions de comment on refait la ville sur la ville. Vous avez pu écrire un certain nombre d'ouvrages sur ces sujets. Comment l'architecte peut venir apporter des réponses sur les questions qu'on est en train d'évoquer, à la fois vis-à-vis des élus, sur comment on va pouvoir traduire dans les documents d'urbanisme, et puis ensuite, parce qu'il va être réalisé, le gros mot de la densification, et en même temps, comment on va répondre aux évolutions d'usage, mais on a bien vu, comme vient de le dire Marie-Noëlle, que ça ne concerne pas tous les ménages. Avant la crise sanitaire, je finissais, pourtant ce n'est pas dans ma nature, à être un peu pessimiste. On ne va jamais y arriver. Nous, on ne nous écoute plus depuis longtemps, hein, les architectes urbanistes. On écoute des ingénieurs, on écoute des thermiciens. Voilà. Bon, moi, je suis plein d'enthousiasme depuis qu'on a passé cette période qui nous a tous obligés à accélérer les neurones, à réfléchir. Il faut reconnaître nos erreurs collectives
les centres commerciaux qui ont tué les centres-villes. Maintenant, on a réinventé Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain pour à coup de milliards, comme on avait fait pour l'ANRU, réparer les erreurs du passé. Bon. Et puis, on a fait tous ces lotissements aussi, qui sont des tueurs de citoyenneté, puis de tueurs de vie urbaine. La période qu'on a traversée, qui n'est peut-être pas finie, nous montre qu'on peut vivre autrement, le télétravail, même s'il est restreint, comme tu l'as précisé, mais on peut repenser sa façon de vivre et d'habiter autrement, et surtout, on pourrait maintenant oser la rupture, oser affronter globalement les sujets, au lieu de les prendre un par un. Si je prends la rénovation énergétique, ça fait combien de décennies que les ministres nous disent chaque année, allez, on va faire 500 000. Bon. Ce n'est pas en faisant de l'acupuncture urbaine par-ci, par-là, et de parler que de rénovation thermique qu'on fait bouger les lignes. Moi, je travaille dans le domaine des copros et je vois bien que ce n'est pas ça qui fait voter. Par contre, quand on commence à parler de bien-être, de mieux vivre, de qualité de l'air, de santé, de sécurité, d'introduction de la biodiversité, de résolution des trucs, là, ça intéresse et la copro se bouge. Bien sûr, on apporte la performance énergétique au passage, on apporte aussi, et ce n'est pas négligeable, une valorisation patrimoniale certaine, hein, les notaires en témoignent, quand on remonte de 2 étiquettes sont bien, la valeur remonte également d'une dizaine de pourcents. Donc, voilà, on a commis ces erreurs. Aujourd'hui, on a l'occasion de se repencher sur le fond du sujet, qui sont effectivement comment revitaliser ces cœurs de ville. Ça fait très longtemps qu'on a évoqué ces sujets-là ensemble. Et donc, on peut vraiment changer d'échelle. On a dans la boîte à outils plein d'instruments pour le faire. Il faut produire beaucoup de logements. Ça ne veut pas dire qu'il faut en construire autant, parce qu'il y a plein de choses vides, il y a plein de recyclage urbain à faire. Mais par contre, il va falloir accepter de changer d'échelle. Et pour nous, ce n'est pas l'échelle du bâtiment, l'échelle de la parcelle interdit d'être intelligent. Ou en tout cas, on peut être intelligent, mais on ne pourra pas mettre en pratique. Si on prend l'échelle de l'îlot ou du quartier, là, on peut agiter des vrais leviers qui résident dans la mutualisation et donc faire des économies. On peut faire plus avec moins, parce qu'on va pouvoir mutualiser la matière grise des concepteurs, l'achat de matériaux, et puis avec les outils modernes. Alors nous, on a une démarche qui est très cadrée, qu'on avance à pas soutenu, qui s'appelle Opérae, comme opération de requalification architecturale urbaine, environnementale urbaine, que je pilote au sein du Club de la Nation de l'Habitat, dans lequel on retrouve plein de partenaires, l'ANA, l'USH, l'ADEME et puis les organisations professionnelles, avec cet objectif de changer de maille, d'embarquer l'îlot sous la houlette du maire, parce qu'il va falloir que le maire soit le porte-drapeau de cette aventure. C'est identifier avec lui des îlots où il ferait bon changer, révéler tout le potentiel, révéler des logements qu'on ne soupçonnait pas possibles à cet endroit-là, dédensifier par ici pour dégager une vue sur le clocher de l'église, donner de l'air, surélever par là, enfin voilà, trouver donc l'équation du zéro artificialisation tout en produisant des logements très qualitatifs, puisque aux performances d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on remarque, c'est que dans cet acte architectural de requalification architecturale, on peut parfaitement redonner à un bâtiment comme à un îlot des performances qu'il n'a jamais eues. Aucune cause n'est perdue. Alors après, il y a la question des moyens. Mais si on raisonne en coût global élargi au coût du mal-vivre, il n'y a pas photo. Ça va coûter cher, mais ne rien faire va coûter encore plus cher dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, sans compter crise des gilets jaunes et autres phénomènes sociétaux de rejet de modèles urbains, de modèles de vie qui sont plus supportables aujourd'hui. Donc moi, je suis plein d'enthousiasme et d'optimisme parce que on a l'impression que ça converge. Il y a un alignement des planètes sur cette prise en compte globale des sujets et que voilà, c'est un énorme défi pour nos métiers, les maîtres d'ouvrage, à commencer par les élus et les maîtres d'ouvrage. J'ai toujours dit que le premier architecte, c'est l'élu, le deuxième, c'est le maître d'ouvrage, et le troisième, c'est nous. Merci beaucoup, François. Marie-Noëlle, je vais vous redonner la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, de votre point de vue, pour les COP HLM? Alors, d'abord, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut s'attacher à bien regarder la réalité.
L'autre chose que je crois fondamentale, c'est d'interpeller le lien qu'il y a entre le zéro artificialisation nette et les évolutions des coûts, et notamment des coûts du foncier. Qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on n'étale pas, on va avoir un problème de coût du foncier. D'abord parce qu'il y aura plus de demandes sur un terrain plus limité. Et deuxièmement, que ça va être d'autant plus un problème pour tout ce qui procède du logement social, qu'il soit locatif ou qu'il soit accession. Donc, pendant des années dans ce pays, mais on n'est pas le seul, hein, on n'a pas voulu réguler les prix du foncier. Donc, du coup, c'est le marché qui fait l'urbanisme, qu'on arrête de se raconter des conneries. Oui, c'est le marché qui fait l'urbanisme. À part quelques élus qui arrivent, d'abord parce qu'ils ont de l'argent, ensuite parce qu'ils en ont la volonté, troisièmement parce qu'effectivement, ici ou là, on a créé des outils type OFS et autres qui vont pouvoir permettre d'agir, mais pas de manière massive et systématique. Mais si on laisse faire le marché au moment où on fait zéro artificialisation nette, on va accroître la rente foncière. Et qu'on le veuille ou non, spontanément, on accroîtra la ségrégation sociale. Donc, il y a plusieurs choses à faire pour intervenir sur ça. Alors, comme je pense qu'on n'est hélas pas dans une politique où il y a beaucoup de créativité sur les outils de régulation des prix, encore que je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra y venir. Hein. On le voit sur les prix agricoles. Hein. À force de baisser les prix, le producteur, il est mis à la gorge. Donc, il y a tout un travail au débat sur le prix. Mais dans ce pays, en France particulièrement, la rente foncière est énorme. Paralyse l'économie nationale. Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai le plus d'attente immédiate, parce que je ne vois personne, quasi personne, faire des propositions précises sur comment on pourrait réguler les prix de l'immobilier et du foncier. En a-t-on la volonté? J'en sais rien. Et par ailleurs, les élus, les droits de mutation, bon, pas à risque, ça ne doit pas être une recette considérable, mais à Paris, par exemple, c'est énorme, le droit de mutation. Alors quand je dis aux élus, il faut arrêter les trucs, c'est baisser leur droit de mutation. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut, en tout cas, tout de suite exiger, nous, mouvement HLM, et nous, coopérative HLM? C'est de dire, chaque fois qu'il y a du foncier qui bénéficie directement ou indirectement de fonds publics, il doit y avoir dedans, s'il y a du logement, un tiers de la chaune qui doit être, enfin de la chaune, du droit à construire, SDP, je m'en fous de la manière dont on fait. Mais je veux dire, ce n'est pas le nombre de logements, parce que si vous mettez 15, une pièce, et puis, vous voyez ce que je veux dire, donc en mètres carrés, quoi, grosso modo, 30% réservés au logement social, locatif ou accessible. Qu'on soit SRU, pas SRU, etc. Deuxièmement, quand on fait autre chose que du logement. Parce que tu es optimiste, tu as raison, je le suis aussi, par nature. Je pense que la volonté est une façon aussi d'être optimiste. Mais les formes de consommation fait que, par exemple, Guy Lézier, qui, vous savez, était au tribunal de commerce de Nantes, me racontait comment il voyait fermer des commerces de centre-ville qui étaient devenus des showrooms pour la vente à distance. Et on venait voir, ils sont bien, machin, puis après, hop, commande à distance. Donc, la nature même du commerce, tout ça pour vous dire que si ce n'est pas du logement qui est construit, que ce soit des entrepôts Amazon ou je ne sais quoi, il faut qu'il y ait un équivalent de mètres carrés de logements sociaux, non pas dans l'opération, on ne va pas mettre au milieu de l'entrepôt des logements sociaux, mais dans les 10 km, 5 km, fixons aux alentours. C'est-à-dire, puisqu'il y a de la compensation carbone, il doit y avoir de la compensation logement social. Parce que c'est à la fois important pour pouvoir produire du logement abordable, puisque quelque part ça produit de la péréquation, et de la mixité sociale. Parce que la conséquence des prix du foncier élevés, c'est la ségrégation sociale. Et après, on peut faire tout le pipeau, la République, casser les ghettos, les méchants qui sont tous ensemble, et l'école publique qui n'arrive plus à faire le brassage. Et pour cause, il n'y a pas de brassage du tout dans l'environnement. Donc, on est devant un mécanisme où cette question, nous devons poser, nous, mouvement HLM, la question non seulement de l'accès au foncier, de son prix, mais de l'obligation de logement social
partout. Quand vous pensez que dans les gares du Grand Paris, Il y a pas... on n'est même pas foutu. Alors déjà, ils font plus de logements, de bureaux que ce qu'ils prévoyaient avant. Et les préfets signent, hein, ça ne les traumatise pas. Hein. Il y a une mission qui est de dire oh, vous devez faire tant de trucs. Ils s'en foutent, le préfet, il est content, il a signé son CDT. Et bilan des courses, il y a moins de logements. Et alors en plus, là-dedans, il y a de moins en moins de logements abordables. Puis après, on pleure, ah, les travailleurs essentiels, il faut qu'ils soient près de leur boulot. Ben oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Bon. Donc, devant cette réalité-là, je pense que cet enjeu-là, pour nous, il est important. Le deuxième enjeu, c'est celui que tu as indiqué, parce qu'en effet, il faut de toute façon produire autrement. Je me méfie quand même de faire le bonheur des Français contre leur gré. Hein. Sur les grandes théories, il faut de la densité. Qu'est-ce que j'ai constaté? Alors toi, je pense qu'Aris, c'était peut-être moins vrai, mais enfin, tu peux regarder tes collègues de l'Essonne. Ils sont tous halte à la bétonisation, halte à la densité. Je vais arrêter de vous faire... Et tout le monde se fait élire, à gauche, à droite, écolo, machin. Les mêmes qui sont pour la densité, pour la lutte contre le changement climatique, dans leur commune. Et on revient à la boucle, comme il n'y a soi-disant pas vraiment besoin de beaucoup de nouveaux logements, et qu'en fait, il y en a assez qu'il faut simplement améliorer, rénover, machin, eh bien, on est devant une stratégie de blocage par le... là, et ça, cette stratégie politique de blocage, elle est compliquée. Parce que moi, je veux bien qu'on dise qu'il ne faut pas être cloche-merle, etc. Mais enfin, par principe, la démocratie, c'est quand même l'aval du peuple. Hein? Donc, sinon, ça s'appelle au mieux la monarchie éclairée, au pire la dictature. Hein? Ouais, donc, alors, c'est tout le problème du rôle de l'État. C'est-à-dire, quelle peut être la distanciation? Parce que ça, pour le coup, chacun chez soi, on connaît. Comment on articule le rôle de l'État, de la puissance publique autre que celle de la collectivité locale, avec évidemment de la souplesse que localement les projets doivent pouvoir se faire. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense qu'il faut réinventer des nouveaux outils de planification qui ne sont pas que des planifications d'urbanisme. Il faut des lois de programmation, puisqu'on a l'objectif 10 ans, zéro artificiellement. Eh bien, on doit tous faire sur notre territoire l'exercice de comment je fais pour répondre aux besoins et zéro artificialisation nette. Voter par territoire le projet, on agglutine au niveau national. Est-ce qu'on arrive à l'objectif? Si on n'y arrive pas, il faut se poser la question. Faut-il étaler l'objectif? Faut-il modifier la façon de faire? Faut-il contraindre là où il n'y a pas d'appétence à prendre en compte l'intérêt général? Mais s'il n'y a pas cette confrontation entre la planification prévue et l'objectif annoncé, je pense qu'on n'atteindra jamais ces objectifs et que par ailleurs, il y aura une crise démocratique majeure. Donc, on pourrait nous plaider pour qu'il y ait pas simplement les PLU, les PLH, alors ça, ils adorent, les bureaux d'études vont être heureux d'avoir du travail, youpi, on va perdre encore 5 ans avant de construire, parce que dès que vous allez venir avec un permis, ah ben non, on n'a pas rénové le PLU, ah ben il faut attendre le nouveau PLU, eh bien on a perdu 5 ans de construction. Je vous le dis tout de suite, 5 ans encore, je suis sympa, hein. J'ai vécu ça X fois quand j'étais ministre. Oui, mais Madame la ministre, il faudrait changer. Non. À force de toujours changer les règles, ça sert de prétexte à ne pas faire. Donc, il faut qu'on planifie, au sens, pas le Gosplan, hein, mais l'obligation de se dire, chacun sur son territoire, voilà l'objectif global, on définit les besoins au regard de toute une série de critères, et comment on fait? Et on fait voter le conseil municipal, le conseil régional, les gna, et on fait remonter avec une loi de programmation. Et les mauvais élèves qui ne veulent rien foutre, on les oblige. Voilà, parce que la République, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc ça, c'est le truc. Néanmoins, nous, en tant que fédération de coop HLM, il faut qu'on se préoccupe de faire muter nos manières de faire, nos savoirs et nos produits. Parce qu'on va être de plus en plus dans la reconversion de l'ancien. Alors, on a essayé de faire le PSLA dans l'ancien, on a les OFS qui nous aident. Au passage, les copains de Pantin, là, ils ont utilisé un OFS, mais du point de vue juridique, les OFS, c'est plutôt pensé pour faire sur du terrain du neuf et peu pensé pour de la requalification ou de la rénovation. Donc là, il y a déjà des rénovations juridiques sans doute à faire assez vite. Après, il y a évidemment le niveau de financement. Hein. Et puis, là, pour le coup, plus de notre côté à nous,
acquérir des compétences pour évaluer quand on a un bien disponible qu'on peut acheter ou comment on évalue la capacité à le faire muter sans le raser complètement, parce qu'il y a aussi le bilan carbone qui va arriver, qui est qu'on a plutôt intérêt à rénover qu'à reconstruire. Hein. Donc ces savoirs-là, j'étais frappée que vous étiez assez peu à le mettre dans ce que vous pensez être votre truc. Or là, on sous-estime la rapidité devant laquelle on va être confronté à ce type de mutation. Moi, je ne doute pas que vous saurez le faire, mais il faut en avoir tout de suite conscience et envie. Alors après, il y a ce que tu dis sur les îlots. Je partage cette idée. Ce qui me préoccupe, c'est que j'avais vu ça déjà quand on a fait les ZAC, les zones de rénovation de centre-ville, etc. Oui, il fallait, oui. C'est que l'espace-temps. Oui. L'espace-temps considérable devant lequel on est. Donc je pense qu'il faut faire un mixte. Il y a des endroits où ça, c'est indispensable parce que tu as déjà une structure urbaine, puis tu as des opérations qui sont dans un tissu urbain qui va être moins en grande mutation. Là, évidemment, on n'est pas dans le même type d'échelle. Mais ces deux savoir-faire sont différents et doivent être faits. Et la dernière chose sur laquelle je termine, c'est le rapport entre le dedans et le dehors. Moi, je ne crois plus, on va me dire le contraire, mais que 80% des gens ont envie, même 50%, d'avoir un pavillon où ils tournent autour. Ce n'est pas vrai. La mitoyenneté, elle est crainte à cause de la contrainte que l'autre vous porte. Le bruit, premier truc, déjà quand vous mettez un garage entre les deux, ils trouvent déjà ça moins dramatique. Et puis, s'il y a une fuite, un machin, enfin bon, c'est l'idée de la dépendance entre les gens. C'est, à mon avis, relativement levable. En revanche, ce que je crois que les gens attendent, c'est une terrasse pour pouvoir manger dehors. Ouais. C'est un minimum de verre nature, parce que je crois qu'on a un rapport à la nature qui est important. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet canicule, l'effet été, qui fait que les boîtes dans lesquelles on est enfermé dans quand même beaucoup de nos logements vont être particulièrement mal adaptées à cette aspiration-là. Donc, ce qu'on doit produire et je pense par exemple aux opérations de rénovation de centre-ville qui manquaient de lumière, il y avait rarement des puits de lumière, on a rénové l'existant en disant c'est super beau parce que dehors tu te balades, c'est génial, Sarlat centre c'est super beau, quand tu es dans l'appart dedans c'est autre chose. Qualité d'usage, ça laisse à désirer. Voilà, et les mètres carrés, parce que je ne sais pas, mais moi j'avais vu des études que dans le confort des gens, c'est la place. Les mètres carrés disponibles. Ça fait partie de. Et donc, vous voyez, ça fait partie des ce que j'appellerais les bonus. C'est-à-dire, j'aurais pu rajouter tout à l'heure parce que moi, je crois. Je vais vous dire pourquoi plus. Je crois que ça c'est important. Je pense qu'une des raisons des difficultés du vivre ensemble, c'est quand les gens ont le sentiment que l'espace qui leur est propre ne leur garantit pas assez d'intimité. Oui. Et ça vous perturbe lourdement la psychologie des uns et des autres. Donc, il faut faire attention aussi à cela. Donc, je ne mets que des contraintes, mais dans le discours, je dirais aussi quels sont les moyens financiers, au-delà de ce que j'ai dit sur le foncier, qui me paraissent nécessaires. Je voulais bien réagir juste à l'acceptation de la densité, parce que vous avez évoqué cet aspect, et je pense que c'est un peu le point, mais sûrement vous compléterez, François, sur l'acceptation de la densité. Effectivement, enfin, moi, je ne pense pas effectivement qu'on peut densifier à tout craint n'importe où, n'importe comment, en aucun cas. Bien sûr. Mais qu'il y a effectivement des territoires où c'est un petit peu la tendance, on y va, là on y va en mètres carrés, on remplit tout ce qu'on peut. Mais il y a, en fait, l'acceptation de la densité, elle est évidemment hyper variable selon les territoires, selon la localisation et selon tout un tas de facteurs. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler le coefficient, après le coefficient de densité, il pourrait y avoir le coefficient de verdité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des territoires ou des lieux hyper denses qui sont capables de développer une forte végétalisation. Je ne sais pas, prenez des images de Singapour, hein, que vous avez peut-être en tête, ils apportent quand même une dimension verte dans un territoire hyper dense et qui apporte quelque chose aux résidents, hein, c'est quelque chose de connu. Après, effectivement, il faut avoir une densité qui s'adapte au niveau de contrepartie que vous avez pour les habitants. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, la densité, oui, peut être acceptée si on a une contrepartie en termes de services, de proximité de services,
En plus de la qualité de l'habitat, de l'accès à un espace extérieur individuel, ça c'est l'espace, oui. La densité, c'est quelque chose de très très relatif. On avait voulu aborder ce sujet pour faire la pédagogie et on a sorti ensemble un ouvrage avec l'USH, l'Association des maires de France, l'UNSFA et Archinov, qui s'appelait, en 2008, Ambiance, densité urbaine et développement durable. On voulait déplacer le mot densité vers ambiance urbaine. Et on a une série de démonstrations qui à chaque fois fixent le ratio de densité tel qu'on a l'habitude de le mesurer. Il faut savoir qu'à densité égale, on fait un petit village ou un grand ensemble. Hein, c'est la même densité. Donc toutes ces notions-là ne sont pas perçues. Donc ce qui est important, c'est la perception. Et on s'était attaché à parler de l'ambiance urbaine. Parce qu'on peut très bien, Marie-Noëlle, offrir des logements très performants parce qu'ils seront RE 2020, donc ils ne seront pas que performants thermiques, ils seront performants environnementalement, et en même temps régler la question du confort d'été, du confort d'hiver, du prolongement extérieur. Ce ne sera pas 200 mètres carrés de terrain, mais ça peut être, voilà, aux Pays-Bas, qui est d'une densité extraordinaire, c'est surtout de l'habitat individuel, mais sous forme collective. Voilà, donc c'est ça qu'il faut valoriser. J'ai donné cet exemple d'ailleurs dans une discussion il n'y a pas longtemps. Sur le centre de Lille, on est à peu près 10 000 habitants au kilomètre carré, c'est une densité de centre-ville. Hein. Et en fait, c'est beaucoup de maisons individuelles, mais surtout, en regardant un petit peu les opérations qui ont été présentées là de maisons individuelles groupées, effectivement mitoyennes, vous arrivez, vous confirmerez, mais à une densité qui peut être de 50, 60, 70 logements à l'hectare, c'est-à-dire 5 000 à 6 000 logements au kilomètre carré, si je compare aux densités urbaines, vous me suivez? Et donc, je multiplie à peu près par 2, parce que je mets ma population moyenne de 2 personnes, donc à peu près 10 ou 12 000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire la population d'un centre-ville, de ville à un peu basse hauteur comme Bordeaux ou Lille. Voilà. Donc, c'est une petite note d'optimisme d'ailleurs pour les constructeurs ici. Ça fait des années qu'on dit ça. Or, pourquoi ça bloque? Parce que bon, moi j'ai été maire, j'ai fait un centre-ville, on me disait ça va être Ceausescu. Bon, maintenant les gens trouvent que c'est super bien et tout. Bon, pourquoi ça bloque? À mon avis, une des raisons, c'est les étapes. Quand vous êtes maire, avant d'arriver à une visualisation d'une ambiance urbaine, vous avez déjà fait un document d'urbanisme qui est très théorique pour les gens. Donc là, ils voient la densité, la hauteur. Ils vous disent « Ah non, jamais du R+3 ». D'ailleurs, quand vous êtes maire, vous commencez à dire « Je vais faire du R+5 » en vous disant dans votre tête que vous allez atterrir à R+4, voire R+3, parce qu'il faut toujours en rajouter un peu. Avant, les gens disent « Ben oui, quand même, c'est moins bon ». Mais tout ça pour vous dire que quand vous allez présenter aux populations une réponse à un problème, la manière dont on le découpe, avec la phase d'urbanisme, les consultations, avant d'arriver à la réalité de ce que pourrait être ce projet des visus, fait que les gens ont 25 000 raisons de bloquer pour des raisons théoriques, car justement, ils ne s'approprient pas ce que pourrait être la solution. Oui, sauf qu'on a aujourd'hui des outils, grâce au numérique, qui permettent de spatialiser un PLU, qui permettent d'amener les habitants dans un diagnostic spatial partagé, où tout le monde est au même niveau de compréhension, alors que décoder un PLU, des zonings, des machins et des textes, c'est... Oui, mais même avec ça, tu vois des blocs... Enfin, moi, je pense qu'en tout cas, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Nous, on a développé, dans cette démarche de quartier, là, on a développé des outils qu'on appelait le KIM, pour passer entre le BIM, bâtiment modélisé, et le SIM, City, le KIM comme quartier intelligent modélisé, pour justement faire ce diagnostic partagé, parce qu'aucune opération ne se fera si elle n'est pas en parfaite adéquation avec les habitants. Donc il faut donner la parole aux maîtres d'usage, ce qu'on appelle les maîtres d'usage avant tout, et pour ça, pour qu'ils puissent prendre la parole et comprendre et se décider sans que ça prenne des années, eh bien, utilisons la modélisation, utilisons ces outils de mise en ambiance. On peut même avoir des ambiances sonores, enfin voilà, c'est très puissant. Et là, on peut conduire une démarche, enfin accompagner la démarche de concertation pour réussir le projet dans des délais plus tenus. Si vous permettez, je vous propose qu'on pose la question à l'élu local sur les propositions qu'a formulées Marie-Noëlle, et puis sur comment vous, sur Rissorangis, vous abordez cette question de donner la parole aux usagers et aux habitants et à vos administrés. Ce qui est certain, c'est que les projets d'aménagement, d'urbanisme,
de développement crée l'engouement, quel que soit le territoire. Les choses sont extrêmement sensibles. Et d'ailleurs, quelle que soit la puissance publique qui sera aux commandes du projet, que ce soit l'État ou la collectivité locale, il faut arrêter la guerre de religion, jacobin, etc. Je ne crois pas dire. Quelle que soit la puissance publique qui décidera le développement, il y aura forcément un moment de ratification citoyenne obligatoire, sans quoi les choses ne se feront pas. Donc ça, là, il y a un changement de paradigme. On a pu créer des villes nouvelles au mépris de la vie des habitants et des élus locaux. Aujourd'hui, 40 ans après les villes nouvelles, c'est plus possible. Donc il y a une maturité démocratique autour de ces questions qu'il faut intégrer comme une donnée. Et donc il faut mouiller la chemise. Et moi j'aime beaucoup ce que dit Marie-Noëlle Lienemann, parce que la question de l'intervention de la puissance publique sur les projets d'aménagement, elle doit se penser certes dans l'infiniment petit. Donc tout ce que vous dites sur la qualité architecturale, sur le rapport le dedans, le dehors, le respect de l'intimité, etc. est essentiel. Mais il y a tout de même des choses très structurantes qui font que le projet de logement est acceptable ou pas. Je disais tout à l'heure les potentialités de développement sur le territoire duquel je suis élu, en frange de la région métropolitaine. Mais aujourd'hui, si j'annonce 2400, 2500 logements, c'est le porté à connaissance de l'État pour Grand Paris Sud, 23 communes, 360 000 habitants. Et, je me fais couper la tête. Je me fais immédiatement couper la tête. C'est le goudron et les plumes garantis. Donc comment créer l'acceptabilité Et donc, moi je crois beaucoup au retour de la maîtrise d'ouvrage public de l'aménagement du territoire et de la répartition de l'argent commun pour créer les conditions d'acceptabilité et d'attractivité résidentielle. Et ce qu'on remarque, j'ai regardé tout à l'heure aussi là, cette histoire de Grand Paris Express, je me souviens d'un colloque organisé par l'EPFIF il y a quelques mois, donc l'établissement foncier de la région Île-de-France, et il y a une personne de la Pure qui est venue nous présenter des études qu'ils ont lancées sur l'intérêt des gares du Grand Paris Express pour le développement de l'offre résidentielle. Stupéfaction. Sur les 35 premières gares, c'est-à-dire un peu plus de la moitié des gares programmées, si on est optimiste, c'est 200 000 logements construits. 200 000 logements construits, mais en abordable, on tombe à 40, 50 000, parce qu'effectivement, à chaque îlot de gare... Et si je te coupe, l'abordable est dans les parties de l'Île-de-France où il y en a déjà beaucoup, et dans celles où il n'y en a pas beaucoup, tu verras que la part de logement social est encore plus basse. Donc 40 000 logements abordables pour 40 milliards d'euros d'investissement, 40 milliards d'euros d'investissement sur un réseau de transport, il y a un problème d'équité, d'égalité territoriale. Moi, je suis prêt à convaincre la population, à prendre ce risque politique avec le préfet, si j'ai une université qui fonctionne, il y a un lieu de savoir, d'enseignement supérieur, donc de connaissances, donc de création de richesses, et si j'ai des transports qui fonctionnent. Si j'ai ces deux vecteurs principaux, mais qui relèvent de la solidarité nationale, qui ne relèvent pas évidemment, le département, la région, les agglomérations sont sollicités, mais c'est tout de même de la responsabilité de l'État, à mon sens, donc d'un retour de l'aménagement du territoire, pour que dans les territoires périphériques, anciennement villes nouvelles, où l'État est parti silencieusement, sans qu'on réfléchisse vraiment à la fin de ce contrat, donc là on est à l'aune d'une nouvelle contractualisation. On nous propose des contrats de relance, de transition écologique et sociale. C'est le nom, les fameux CRTES, alors E ou S, nous on a rajouté le S. Donc il faut que ces contrats, d'abord, ils aient un contenu réfléchi sérieusement, et pas à la va-vite, avec des impératifs liés au calendrier électoraux, mais qu'on réfléchisse vraiment, et qu'il y ait un retour de la puissance publique, et notamment de l'État, sur ces questions. La question foncière, elle est essentielle. Alors peut-être encore plus sur le territoire où je suis, parce qu'on a acheté ces terrains dans les années 60, 70, je rappelais. C'est des champs de betteraves. Il y a des champs de betteraves, donc on les a achetés... Mais il y a eu des réserves foncières, de fait. Et donc aujourd'hui, on a 800 hectares publics
Donc une part publique, donc mobilisables immédiatement, qui sont valorisés dans les comptes de l'État à zéro, mais qui peuvent être mobilisés très facilement, à la fois pour les besoins d'alimentation, et en même temps pour les besoins de création de valeur en matière résidentielle et de manière de développement économique. Donc il faut, un jour, je me souviens du discours de François Hollande, au Bourget. Tout le monde a retenu, mon ennemi c'est la finance, etc. Moi j'ai en mémoire, j'étais dans la salle, j'ai en mémoire la mobilisation de l'ensemble du foncier public pour le logement social. Ça s'est jamais fait. Donc on voit bien les freins qu'il nous faut lever, mais cette valeur patrimoniale commune que représente le foncier public, qui pourrait être au pot des opérations d'aménagement, qui sont toutes déficitaires. C'est déficitaire par excellence. Elles sont toutes déficitaires, même quand vous avez du foncier public. Donc de mobiliser, et c'est ça qui est intéressant, plutôt que d'attendre un numéraire immédiat pour les caisses de Bercy et pour répondre à des canons venus d'Europe, etc., et de remplir des tableaux Excel sur le déficit de la France, si vous mobilisez du foncier public et que vous le mettez au pot gratuitement, au bilan d'aménagement, vous créez une valeur à terme et vous faites un bilan coût-avantage sur du long terme, pas immédiat, mais sur du long terme qui est gagnant pour la nation. Donc la question du foncier public, c'est essentiel. Retour de la maîtrise d'ouvrage public horizontale, ce n'est pas le décret qui décide tout seul, ça ne marche pas, c'est l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, l'enfance des collectivités publiques qui s'associent pour convaincre les populations du bienfait de ce qu'ils proposent. Et la deuxième chose, c'est l'adaptation des outils d'aménagement au modèle qu'on est en train d'imaginer. À l'heure du ZAN, du zéro émission aussi, du zéro ressource, du triple zéro. On a encore sur le territoire francilien, parce que c'est ce que je connais le mieux, peut-être que c'est vrai aussi à l'échelle nationale, des outils qui datent des années 60 et 70, où il y avait encore une croissance à 2 chiffres, où on pensait que le progrès, c'était une autoroute, ça n'avait qu'une seule direction, etc. Donc on voit bien que les choses ont évolué, et qui ne vivent que parce qu'ils produisent du logement en grande quantité, production de logement, sans avoir la précaution que nous impose le respect de la nature, etc. Donc il y a des outils d'aménagement totalement anachroniques qui sont encore, et qui participent de la schizophrénie de l'État. C'est que pendant qu'on a des discours nationaux qui sont très vertueux, avec des principes légaux maintenant, que tout le monde pourrait accepter, et en réalité en déclinaison opérationnelle immédiate, une contradiction béante. Voilà, donc il y a le foncier public, les aménageurs d'État. Moi j'ai eu cette discussion avec Stéphane Defaille encore récemment. Il y a un modèle à inventer, par exemple sur le territoire de Grand Paris Sud, on a créé 15 ans de palabres, 15 ans, pour créer un outil commun, Grand Paris Aménagement, intercommunalité, c'est-à-dire le croisement capitalistique des moyens publics. 15 ans. 15 ans. Et il a fallu une loi, la loi Paris, pour nous permettre de créer le cadre possible de l'association, de l'affectio societatis des puissances publiques pour créer des projets d'aménagement qui ne sont pas, peuvent réfléchir sur le long terme. Peuvent réfléchir le long terme. Voilà ce que je voulais dire. Il y a une autre équation qu'il faut qu'on ait en tête, c'est le partage de la valeur. Vous avez une série d'intervenants à l'acte de construire. Il faut que tout le monde ouvre ses livres, que tout le monde gagne sa vie, c'est bien normal, les promoteurs, etc. Mais on peut imaginer une intégration beaucoup plus forte de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire pour que personne soit illégitime dans ce qu'il attend de l'acte de construire. Parce que quand vous laissez faire, il y a des opérateurs qui prennent des marges considérables et qui échappent complètement à l'intérêt commun et à l'intérêt général. Donc il y a aussi cette idée, alors il y a plein d'outils qu'on peut imaginer, on peut même créer des sociétés avec les opérateurs privés. Ça me semble très important qu'il y ait une transparence sur les coûts et les contraintes de chacun en matière financière.
qui veut dire aussi un petit travail sur le sujet de la rente foncière qui était évoqué tout à l'heure. Je peux vous lancer juste une perche, si j'ai 15 secondes, une perche aux élus locaux, notamment d'Île-de-France, sur le gisement foncier, parce que vous parliez du foncier public. Il serait temps quand même aujourd'hui qu'on s'interroge dans des agglos comme l'Île-de-France, mais plein d'autres endroits aussi, sur le devenir des zones commerciales. Parce qu'aujourd'hui, elles sont rattrapées par l'urbanisation et dans certains cas, même par les infrastructures de transport. Hein. Allez voir à Créteil, vous avez des zones à plat avec des choses qui peuvent être peut-être des lieux intéressants de réflexion pour des structures comme les adhérents de... Et j'ajoute les bureaux qui vont se vider aussi. Alors, attendez, je voudrais dire qu'on a fait une table ronde où on a beaucoup parlé des grandes métropoles, et notamment celle de l'Île-de-France. Et nos COP sont présentes dans beaucoup de territoires qui ne sont pas des grandes métropoles. Elles vont être, elles aussi, confrontées à cet enjeu. Car le risque est grand que, sous prétexte, enfin, avec la volonté de zéro artificialisation nette, on empêche le développement de certains bourgs, certains villages, certaines villes moyennes, qui elles-mêmes ont des gisements de mutation en leur sein. Mais il faut quand même trouver un équilibre entre le cas par cas du zéro artificialisation nette et une logique d'aménagement global du territoire. Parce que si on fait la zéro artificialisation nette uniquement par micro-territoire ou truc, on va tuer les poches qui, elles, ont besoin d'avoir de nouveau un seuil de crédibilité de développement. Des perspectives de développement. Donc, c'est toute la question de l'échelle du zéro artificialisation nette. Et ça conforte ce que je disais sur, enfin, de mon point de vue en tout cas, ça conforte ce que je disais sur le fait qu'il y a besoin d'une loi de programmation opérationnelle nationale qui compile ce que chacun va faire. Parce que sinon, si chacun est renvoyé dans son coin, à seulement faire ça, il y a des endroits où la mutation indispensable n'aura pas lieu. Oui, et puis il ne faudrait pas gâcher cette belle carte qu'a révélée la crise sanitaire, qui est la nouvelle attractivité des villes moyennes, de ces petites villes. Et voilà. Il y a certainement objet à imaginer des indicateurs qui montrent non pas simplement le coefficient d'artificialisation autour de votre agglomération, mais un rapport entre ce qu'on consomme éventuellement comme extension urbaine et une augmentation réelle des besoins de population et de ménages. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, simplement, encore aujourd'hui, la croissance de la tâche urbaine nationale, elle va quand même à peu près 2 fois plus vite que la croissance de la population. C'est quand même ça, on peut considérer que c'est encore un peu beaucoup. À l'échelle nationale, il faut peut-être effectivement arriver à diviser par 2 dans les prochaines années. Néanmoins, après, au niveau local, il faut s'adapter. En plus, il ne faut pas rêver, on ne va pas arrêter, couper le robinet d'un seul coup de l'héliotropisme vers Toulouse ou vers les côtes atlantiques, ou enfin, le thalassotropisme vers les côtes atlantiques qui ont un solde, là pour le coup, migratoire très favorable. Et des emplois. Une pression démographique importante. Je suis désolée, du coup, on a largement dépassé l'horaire et je suis rappelée à l'ordre, mais c'est un peu l'exercice. On voit bien que c'est un sujet qui pourrait nous occuper un certain temps. En tout cas, je vous remercie tous les 4.